de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation n'a pas tourné au désastre pour l'orfèvre. Malgré sa duplicité, il a pu montrer que les déposants n'avaient rien perdu. L'or était toujours en sécurité dans la chambre forte. Au lieu de reprendre leur or, les déposants ont demandé à l'orfèvre, devenu leur banquier, de leur verser une partie des intérêts. C'est ainsi que les banques sont nées. Le banquier payait un taux d'intérêt bas sur les dépôts et il faisait payer un dépôt d'intérêt plus élevé sur les prêts. La différence couvrait les frais de fonctionnement et ses bénéfices. La logique du système était simple comme bonjour et semblait être un moyen raisonnable de satisfaire la demande de crédit. Mais les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça. L'orfèvre banquier n'était pas du tout satisfait du revenu qui restait après le partage des bénéfices avec ses déposants. La demande de crédit augmentait rapidement, mais ses prêts restaient limités par le montant d'or dans la chambre forte. Alors, une idée plus géniale encore, puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche avec les intérêts payés sur de l'or inexistant. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop outrageuse. Longtemps, personne n'a rien soupçonné. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts et l'opulence du banquier ont déclenché de nouveaux soupçons. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des chèques, et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens, brandissant des chèques, se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers. Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 $ fictifs pour 1 $ en or. Des inspections surprises permettaient de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit créée par les banquiers ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer, sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Petit à petit, le système de réserve fractionnelle, soutenu par une banque centrale, est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Et la fraction d'or qui garantissait l'argent créé par le processus de dette est progressivement arrivée à zéro. La nature même de l'argent a changé. Autrefois, un $1 en papier était en fait un reçu, avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent.
Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé pour un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Autrefois, le crédit créé par une banque privée existait sous forme de billets de banque privée. Les gens avaient le droit de refuser ces billets, tout comme ils peuvent refuser un chèque personnel aujourd'hui. À présent, le crédit créé par une banque privée est légalement convertible en devises fiduciaires émises par le gouvernement, comme les dollars, les livres sterling ou les euros. Les devises fiduciaires sont des devises créées par un décret gouvernemental. Des lois en font la monnaie que les citoyens doivent accepter pour paiement. Alors la question subsiste. Si les gouvernements et les banques peuvent tout simplement créer de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif, en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins $1 en or en réserve pour garantir $10 d'argent-dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui, les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devises bien réelles qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent-dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposant. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de $1111,12 en cash. Le ratio de réserve est de 9 pour 1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de $10 000 pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9 pour 1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit $10 000. Ces $10 000 n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. Étape numéro 2. La vendeuse de la voiture dépose les $10 000 d'argent nouveau à sa banque. Contrairement à l'argent déposé à la banque centrale, cet argent nouveau ne peut pas être multiplié par le ratio de réserve. Il doit être divisé par ce ratio. Avec le même ratio de 9 pour 1, il est donc possible de créer un nouveau prêt de $9 000 à partir du premier dépôt de $10 000. Étape numéro 3. Si ces $9 000 sont déposés par une troisième personne, à la même banque ou dans une autre banque, ils permettent légalement un troisième crédit bancaire, cette fois pour $8 100. Comme les poupées russes, qui s'emboîtent et deviennent toujours plus petites, chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt toujours plus petit, et cette série décroissante est infinie.
Par contre, si l'argent fictif créé par l'emprunt n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la partie imprévisible. Mais le plus probable, c'est qu'à chaque étape, le nouvel argent sera déposé à la banque et que le processus se répétera bien des fois. Et que finalement, presque 100 000 $ d'argent nouveau sera créé. Tout cet argent nouveau est créé à partir du processus de dette uniquement. Et tout ce processus est légalement autorisé par le petit dépôt de réserve initial de 1111 $ et 12 cents qui demeure intouché à la Banque centrale. Autre facteur important. Avec ce système ingénieux, les registres de chacune des banques doivent montrer que la banque a 10% de plus en intérêt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour une banque de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse que l'argent vient des dépôts. À moins que chaque prêt successif ne soit déposé à la même banque, aucune banque ne peut prétendre avoir multiplié sa réserve initiale de presque 90 fois uniquement par des crédits bancaires. Mais il faut bien comprendre que le système bancaire est un circuit fermé. Un crédit créé dans une banque devient un dépôt dans une autre banque et vice-versa. En fin de compte, l'effet est grosso modo le même que si tout se passait dans une seule et même banque. En résumé, la réserve initiale d'un peu plus de 1111 $ à la Banque centrale permet de récolter des intérêts sur des sommes allant jusqu'à 100 000 $ que la banque n'a jamais eu. Ça vous semble absurde? Écoutez un peu. En quelques décennies, à cause du lobbying féroce des banques, les obligations de réserve ont quasiment disparu dans plusieurs pays. Et les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1 et même 30 pour 1 sont tout à fait communs. Plus récemment encore, les banques ont trouvé le moyen de complètement contourner les obligations de réserve en faisant payer des frais de dossier en plus du capital prêté. Alors, bien que les règles soient compliquées, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter. Aucun parti ni mouvement politique, y compris d'extrême gauche, et je vais encore pointer le petit facteur factice, instrument de M. Sarkozy, chouchou de Michel Drucker, qui fait faire d'ailleurs son ménage par M. Julien Terzic, que nous avions dimanche face à nous, hein, on en parlera après. Aucun parti d'extrême gauche, et d'ailleurs même d'extrême droite, ne remet en cause cette question fondamentale, c'est que depuis 1974 en France, mais depuis 1912 aux États-Unis, le pouvoir régalien d'un État qui est de battre monnaie et de se prêter à lui-même à taux zéro pour pouvoir faire des investissements productifs, qui est la condition de l'État-providence, d'une politique réellement sociale de partage, personne ne remet en cause cette chose-là qui est le fondement même d'un virage à gauche en politique. D'où vient la fin de l'État-providence en France? D'où viennent les inégalités et l'hyperendettement de la France? Uniquement parce que la France, comme les autres pays d'Europe, avant, empruntait pour ses investissements propres à taux zéro à elle-même, et c'était remboursé par la création de valeur ajoutée et le dynamisme économique. Aujourd'hui, elle est obligée par des lois scélérates, qui sont les trahisons de nos élites, d'emprunter sur le marché privé, aux banques privées, aux taux d'intérêt imposés par les banques. Et cette seule différence qui est fondamentale fait que d'un seul coup, on passe d'une politique de partage et d'une politique sociale à une politique d'appauvrissement, de paupérisation et d'inégalité. Or, vous verrez jamais Besancenot parler de ça. Kennedy a essayé d'en parler à un moment donné. 3 mois après, il était mort. Vous voyez ? La réforme monétaire, comme la réforme électorale, ne sera pas facile, car les intérêts puissants
qui bénéficient du système feront l'impossible pour conserver l'avantage.